Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'ai ici avec moi aujourd'hui Thierry Vignal, cofondateur et président de Mastéos. Bonjour Thierry. Salut Vanna. Comment tu vas ? Très bien. Alors comment se porte aujourd'hui le marché de l'immobilier ? Les gens sont stressés en ce moment à cause du contexte macroéconomique et je pense en fait qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir parce qu'on vit une crise inflationniste et il faut se rappeler que l'immobilier locatif c'est le meilleur rempart contre l'inflation parce que ça dégage un loyer. Ce loyer il est indexé sur l'inflation à la hausse alors que la dette qui nous a servi à financer le bien immobilier, elle fond comme neige au soleil avec l'inflation pour ceux qui ont fait de l'économie. Donc ma dette elle baisse en valeur réelle et mon cash flow locatif il ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas de meilleur rempart et on parle aussi de valeur refuge. En cas de crise, les gens achètent de l'or et de la pierre. Donc c'est vraiment le bon moment, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, donc, on verra que Mastéos investit dans l'immobilier ancien, c'est bien ça ? On aide les clients à investir dans l'ancien. D'accord, on va en parler plus en détail au fil du podcast. Mais d'abord, avant ça, on va essayer un peu de te connaître un peu plus. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, quel genre d'enfant tu étais ? J'ai eu une enfance extrêmement normale, je dirais normcore. et j'ai fait un parcours assez classique, prépa, HEC, puis HEC Paris. Et ensuite, j'ai fait un peu de droit en parallèle. Okay. Et j'ai commencé en cabinet d'avocat à Hong Kong, en fiscalité internationale, et ensuite à Paris, en droit immobilier notamment, dans des cabs américains. Mais j'étais nul, donc j'ai été blacklisté du secteur. J'ai fui à Londres où j'ai fait de la finance, comme tout bon londonien qui se respecte, dans des fonds comme Amundi ou Anderson. Et ensuite, j'ai été trader chez HSBC, trader Forex, c'est l'ancêtre des cryptos. Tu sais, les devises, t'as dû voir des pubs pop-up s'afficher sur Internet, trader le Forex et devenir rentier. Et donc, je l'ai fait dans un contexte professionnel avant de revenir en France. Et là, j'étais complètement désœuvré. J'ai rencontré dans un bar du 11e mon cofondateur Maxime, qui était aussi désœuvré que moi. Et faute de mieux, on s'est occupé à monter un site internet sur l'immobilier locatif. La première année, il s'est vraiment rien passé. On travaillait depuis un bar à côté des toilettes, donc j'appelais les clients. Il y avait des chasses d'eau en permanence en fond. Et finalement, au bout d'un an, on a rencontré notre public et ça a commencé. La mayonnaise a commencé à prendre. On a embauché nos premiers salariés. Tout ça, c'était il y a 3 ans. Et on était 2 au départ. 3 ans plus tard, on est 430. C'est une croissance très rapide. Mais donc, si c'était à 3 ans, donc c'était avant Covid, hein. C'était pas. Ouais, au tout début. Juste avant. Ouais. Et comment est-ce que vous avez traversé la crise du coup, vu que vous étiez quand même en train de... Quand tu pars de zéro, de toute façon, il n'y a qu'une direction. Donc, on faisait beaucoup de scan 3D de nos biens. Tu sais, on a très vite investi dans la technologie Matterport qui fait du scan 3D. Et comme ça, les clients pouvaient visiter en virtuel depuis leur smartphone les biens. On est parti très vite sur de la tech. Okay. Et ça permet aux gens confinés d'acheter à distance. Donc, on a plus ou moins surmonté le confinement avec ça. D'accord. Et donc, je vois que vous avez fait du droit, de la finance, vous étiez trader. Et comment petit à petit est-ce que l'immobilier est venu, on va dire, en vous ? Ouais. Ça me fait penser au discours de Steve Jobs, je ne sais pas si tu le connais, à Stanford. Il disait qu'il avait fait de la calligraphie chinoise et des trucs qui n'ont rien à voir. Moi, ça me rappelait mon propre parcours et il a dit cette fameuse phrase « connect the dots ». Ça veut dire tu as plein de points éparpillés et en fait, il y a une ligne qui va les connecter, mais tu ne le vois pas à l'avance, tu le vois que plus tard. Et monsieur, moi, quand je fais du droit, de la fiscalité, de la finance de marché, des trucs qui n'ont rien à voir, et quand tu tombes dans l'immobilier, tu as du droit, de la fiscalité et de l'analyse financière de marché parce que c'est une classe d'actifs. Donc là, les dots se sont connectés et c'est une classe d'actifs qui réagit exactement comme toute autre classe d'actifs financières, telle que le Forex ou les actions en bourse,
avec un temps de latence extrêmement long. Et autant en bourse, quand tu vois une situation de mispricing, c'est-à-dire une anomalie, un truc qui ne devrait pas arriver, je sais pas, le cours du pétrole évolue plus vite que le rouble alors que les deux sont normalement totalement corrélés, c'est une anomalie que tu peux arbitrer. Mais tu as une microseconde pour l'arbitrer parce que tu as des fonds algorithmiques qui te doublent. En immobilier, le marché n'est pas arbitré. Donc toutes ces anomalies que tu peux voir, tu as le temps d'agir et d'arbitrer, de profiter de ces mispricing. Je te donne un exemple. Tu prends une ville comme Thionville. Tu ne dois pas connaître si... Si, j'ai lu votre étude d'ailleurs. Ouais, et en fait, Thionville, c'est typiquement une ville qui est une anomalie statistique parce que tu as un très gros rendement, tu es quasiment à 7% de rendement brut. C'est ce que te rapporte un appartement là-bas en loyer. Donc c'est investissant, ça te rapporte 7 par an. La moyenne française, elle est à 5. Et normalement, les villes qui ont des gros rendements, c'est des villes risquées. Parce qu'en finance, un rendement, ça vient rémunérer un risque. Oui. Plus c'est rentable, plus c'est risqué. C'est la base. Et Thionville, c'est très rentable et pas risqué. T'es sur la frontière, et donc c'est une anomalie. T'es sur la frontière luxembourgeoise, donc tous les habitants ils bossent au Luxembourg et ils gagnent des fortunes. Donc t'as des locataires extrêmement solvables. T'as une population très très riche, revenu médian qui est bien au-dessus de la moyenne française. T'as une tension locative qui est phénoménale qu'on a mesurée. Tu mets une dizaine de jours à trouver un locataire en moyenne versus un mois en France. Et tu as une certaine liquidité de marché, tu as tout ce qu'il faut, donc il n'y a aucune raison que ça te rapporte du 7%, et pourtant. Donc voilà, en fait, les anomalies que je détectais en finance de marché, j'arrive à reproduire cette analyse statistique sur un marché mal arbitré, sur lequel les gens ont le temps de profiter de ces phénomènes de mispricing, comme on dit. D'accord. Et du coup, donc, pour revenir à Thionville, donc vous conseillerez aujourd'hui à des gens de votre entourage, ou est-ce que vous verrez vous-même investir du coup à Thionville ? Alors, c'est une analyse purement froide et statistique. J'ai jamais foutu les pieds à Thionville. Et donc, je pense qu'il faut connaître un minimum l'endroit. Mais ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller plus loin qu'un simple classement de rentabilité. Alors, en général, les gens investissent pour deux raisons. Soit parce que c'est proche de chez eux. Les gens, alors j'avais le chiffre, je crois que les gens investissent à 10 km en moyenne de chez eux. Chez Mastéos, c'est plutôt 100 km. Soit ils investissent dans les endroits les plus rentables. Donc ils prennent les classements de rentabilité. Donc tu as toujours Saint-Étienne numéro 1, Maubeuge, Roubaix, enfin tu vois les villes hyper risquées. Donc il faut aller plus loin que ça, il faut rajouter des filtres. Il faut regarder le revenu médian, la tension locative, le dynamisme transactionnel, l'évolution des prix à court et moyen et long terme. Il faut regarder... la solvabilité, la valorisation, le pouvoir d'achat moyen en mètre carré d'un ménage résident. Enfin, il y a plein de trucs à regarder pour étoffer l'analyse, et c'est ce qu'on s'efforce de produire dans nos classements Mastéos qu'on envoie à la presse régulièrement. D'accord. Et justement, on va parler de Mastéos, donc que vous avez cofondé avec Maxime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le business model de Mastéos ? Comment est-ce que vous vous placez sur le marché ? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Alors, ça vient de l'enfer qu'on a vécu nous-mêmes à investir. C'est toujours ça, les histoires d'entrepreneurs. D'abord, on vit le truc, oui. On se rend compte à quel point c'est pourri, et après, on essaye d'améliorer un peu les choses. Donc, nous, on essaye de rendre le parcours un peu plus sympa, avec moins de friction, plus de digital, plus de smartphone, et avoir un interlocuteur unique dans la mesure du possible, parce que tu sais, quand tu fais un investissement immobilier, tu dois jongler avec un agent, un acheteur, un vendeur, un notaire, acquéreur, notaire-vendeur, un courtier, un banquier, un fiscaliste, un comptable, un gestionnaire, un chef de travaux. Enfin, tu as plein d'interlocuteurs, tu sais plus où donner de la tête, et ça demande des compétences juridiques, bancaires, urbanistiques, fiscales. C'est un vrai bordel. Et je comprends à peine comment les gens font pour faire des invests locatifs dans l'état actuel. Il y en a 300 000 par an en France. Et donc nous, on essaye de simplifier un peu ce parcours et de le digitaliser. Voilà. La différence avec les concurrents, il y en a. Bon, on a une tech entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une app sur laquelle tu peux suivre ton parcours. Ça, c'est un élément intéressant, mais c'est surtout notre présence de terrain qui nous différencie des autres. Parce qu'on est quand même 430, la plupart sont dans les villes, et on est un des seuls acteurs où on a une vraie présence terrain. Et je ne parle pas de freelance ou de sous-traitants, je parle de salariés Mastéos avec le t-shirt Mastéos, le pins, la carte de visite, le CDI, sur place, sur ton chantier, à monter ton étagère Ikea et mettre du placo. Donc si tu veux, c'est nos ressources terrain qui bossent pour toi. Donc tu as un contrôle de l'exécution opérationnelle sur place qui est très rassurante pour un client.
alors que d'autres acteurs qui sont tout à fait respectables néanmoins vont être un peu moins proches de cette exécution parce qu'ils vont déléguer à des gens locaux, ils n'auront jamais mis les pieds dans la ville où ils t'invitent à investir. Ou alors ils vont passer par des freelances, mais c'est pas du salariat sur place, quoi. Si tu vas à Marseille, tu verras, on a des bureaux près du Vieux-Port, rue Sylvabel. On est une quarantaine de salariés là-bas. Tout le monde connaît Mastéos à Marseille. Et tu vois, je sous-traite pas, je délègue pas le truc à un agent Stéphane Plaza et un sous-traitant, et, tu vois, à distance depuis mes beaux locaux parisiens. Oui, tu as choisi de vraiment marquer le territoire Mastéos. Ouais, c'est très territorial. Et vous êtes développé dans quelle ville du coup en France? Parce qu'il y a Marseille. Et j'ai arrêté de compter, mais en gros, on a une dizaine de bureaux dans les 10 plus grosses villes françaises, pour faire simple. Les très gros bureaux, c'est effectivement Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille. Qu'est-ce que j'ai de très gros? Toulouse, Montpellier, Rennes, etc. Et on est aussi présent en Espagne. On a un bureau à Valencia, un bureau à Madrid et un bureau à Barcelone. Et aussi en Belgique, à Liège et Bruxelles. Donc on a 3 pays et une quinzaine de villes. Justement, j'allais te demander, est-ce que vous avez une volonté de vous étendre à l'international, au-delà des frontières, au-delà de l'Europe? Ouais, on a pris ce nom Mastéos, qui est un nom à consonance grecque, pour marquer le berceau de l'Europe, pour marquer notre ADN européen. Donc l'idée, c'est d'avoir très vite un prisme européen et pas franco-français, parce qu'on pense que le marché immobilier, il est finalement relativement homogène à l'échelle de l'Europe. Pour avoir fait des deals en Belgique et en Espagne, c'est très sensiblement la même chose qu'en France. On en a fait beaucoup en Grèce aussi. Et on pense que notre solution, notre process et notre tech, elle est réplicable. Donc autant, c'est le problème des startups, elles sont souvent très franco-françaises. Quand aux États-Unis, les gens s'exposent très vite à un marché beaucoup plus grand et du coup gagnent énormément d'avance sur nous. Nous, on décide d'attaquer l'Europe dans son ensemble le plus rapidement possible. Donc il reste l'Angleterre et l'Allemagne. Après, il y a quand même des frictions culturelles assez fortes. Oui. Mais le process d'acquisition est à peu près le même. Ça marche. Et pour parler de Mastéos un peu, est-ce que tu peux me décrire un peu l'état d'esprit Mastéos? Alors, bonne question, parce que je pense qu'on a une culture qui est assez forte. Moi, je crois vraiment qu'il y a des éléments intangibles dans une boîte qui ne sont pas financiers, que les investisseurs ne regardent pas assez. Et il y en a un, c'est l'énergie. Et tu vois, quand tu vas voir des boîtes, tu as une vibe qui se dégage de ces boîtes. Si tu rentres chez Mastéos, tu as des petits Spitz, c'est des petits chiens. C'est vrai? Tu connais ou pas? Déjà là, je vois pas tout de suite. Il y en a suite. plein dans le 16e. C'est des petits toutous poilus de 1 kilo. Poilus avec une petite toux. Ok. Et il y en a une dizaine au bureau. Et juste ça. Et les gens se disent kikou et pas bonjour. Bon, tu vas nous prendre pour des malades, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une culture extrêmement forte. On a plein de private jokes. On a un langage. Et on a un vrai sens du second degré qui a été industrialisé à l'échelle de la boîte, quoi. Et en fait, bon, après c'est peut-être moi qui suis déconnecté du terrain, mais j'ai l'impression qu'on se marre bien. Si ça se trouve, il y a des mecs qui sont en burn-out et qui ont envie de me tuer en m'écoutant, mais je pense d'aussi ça devrait aller. Voilà, on est 430, donc je connais pas la vie de tout le monde, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage et j'essaye de maintenir ça parce qu'on fait un métier compliqué. Les gens s'engagent sur des montants financiers énormes, c'est un métier stressant. Et je pense que si on se prend trop au sérieux, les gens pètent les plombs. Donc il faut toujours garder un peu de distance et de second degré sur ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Et du coup, toi, dans ton quotidien, quand tu vas au bureau, je sais pas, j'imagine que tu te déplaces beaucoup, ou alors t'es quand même beaucoup sur Paris, dans les locaux? Je devrais me déplacer un peu plus parce qu'on commence à s'étendre géographiquement et j'ai des équipes que j'ai toujours pas vues et je m'excuse, je passerai vous voir. Mais sinon, je suis souvent à Paris. J'ai en bon parisien ma petite trottinette Dot ou Lime. Avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Voilà, quand il n'y a pas de Dot, je prends une Lime et je vais de rendez-vous en rendez-vous dans Paris, notamment pour des podcasts. On va parler un petit peu sur le plan personnel. Est-ce que, je ne sais pas si c'est une passion l'immobilier, mais à côté de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce que vous faites à côté de votre travail qui vous vide l'esprit? Le PMU. C'est vrai? Non. Non, je fais. J'aime bien la boxe. Je suis pas violent du tout, mais c'est un truc que je trouve très sympa. D'ailleurs, on a comme clients pas mal de boxeurs et de fighters MMA de l'UFC. Je sais pas si tu connais des Cyril Gane et tout. Ah, c'est vrai? Qui sont des amours. Non, voilà, j'aime bien ça. Qu'est-ce que j'aime d'autre?
J'aime bien lire quand j'ai le temps. Et tu sais, on a une newsletter Mastéos avec des éditos philocatifs qui mêlent de la philosophie et du locatif. Ah, c'est super. Donc on reprend des grands penseurs grecs et on les applique à des problématiques de l'investisseur. Et on essaye de faire un lien entre la philo et le locatif. Donc c'est l'édito Incroyable. philocatif qui est envoyé à 15 000 personnes chaque semaine. Mhm. Donc ça me fait bien marrer. Et sinon, ouais, j'aime bien la glande, littéralement ne rien faire. Ne rien C'est-à-dire me faire. mettre dans mon lit Ouais. et faire TikTok et regarder le plafond et puis reprendre TikTok et m'endormir. Voilà, c'est ça Vous ma en avez passion. TikTok. Ouais. J'ai un compte TikTok aussi avec mes spits. Ok. Mais sinon, en termes d'objectifs, est-ce que tu as des objectifs personnels que tu aimerais accomplir à côté de Mastéos ou avec Mastéos? J'aimerais avoir plus de 50 likes sur une vidéo TikTok, Ok. ce qui est mon record, alors que j'ai des gens dans ma boîte qui font 1 million. Et puis non, Mastéos, c'est vrai que ça commence à devenir assez enivrant et j'aimerais bien passer à la vitesse supérieure. Mhm. Il y a plusieurs milestones. Il y a celui de devenir une licorne, hein, qui est un peu l'objectif des entrepreneurs aujourd'hui, parce que c'est une espèce de saint Graal. Pour l'instant, on est valorisé 125 millions. Une licorne, c'est 1 milliard. Donc, il y a encore du chemin à faire. On continue les levées de fonds et on continue à croître. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre ? Non, une licorne, c'est pas suffisant. J'aimerais beaucoup... Maintenant qu'on a commencé à avoir un business stable et qui dégage du chiffre d'affaires, c'est essayer de trouver un peu plus de sens à ce qu'on fait. Et c'est un peu la pyramide de Maslow, tu vois. Je sais pas si tu connais ce concept au début. Tu as les besoins élémentaires, c'est pouvoir payer tes salariés et puis commencer à dégager un peu de chiffre d'affaires. Et une fois que tu as passé ce stade, c'est essayer de trouver un peu de sens. Et on le trouve dans une mission qu'on se donne autour du bien logé. On pense que les gens en France sont plutôt mal logés, à des loyers exorbitants. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas accès au logement. Pendant la crise ukrainienne, on a pris en charge le loyer des migrés ukrainiens qu'on a mis dans nos appartements Mastéos. Donc on continue à payer leur loyer. Et on a créé une marque dédiée aux bien logés qui s'appelle Amastas, qui est la petite sœur de Mastéos, et qui fixe des critères, des standards pour les locataires. Et donc nos appartements sont distribués sur les plateformes Amastas dans toutes les villes où on est. Et on a une grande passion pour la rénovation énergétique. Okay. On a eu un agrément RGE, ça veut dire qu'on est une entreprise reconnue garante de l'environnement. Et on a dédié un pôle interne et on fait de la rénovation énergétique à grande échelle sur les appartements qu'on livre à nos clients. Voilà. Et ça vient, je trouve, redonner un peu de sens à ce qu'on fait. Et j'aimerais bien pouvoir me dire qu'on a contribué à très petite échelle à la rénovation énergétique du parc français et au mieux logé. Et c'est ce qui te stimule au quotidien, toujours essayer de contribuer au mieux à petite ou grande échelle au bien. Je ne suis pas Mère Teresa non plus, c'est-à-dire que j'ai un prêt étudiant à rembourser, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir les deux, quoi. C'est avoir une boîte qui est performante, des locataires heureux, des clients qui nous envoient des fleurs. Alors ils sont pas tous ravis parce que tu sais l'immobilier c'est toujours le bordel et il y a toujours des frottements partout, tu peux pas tout contrôler. Donc on fait 300 ventes par mois forcément, même si tu en as 5% qui foirent, ça fait combien d'ailleurs ? 15. Ça fait 15 clients furieux. Donc ouais, il faut gérer ça, mais moi quand j'ai des salariés qui sont heureux, des clients heureux, des locataires heureux, je le suis, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Justement, tu parlais de ce que tu aimes dans l'immobilier ou pas. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier ? Qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier, dans les extrêmes ? Ce que je déteste, c'est la même chose que tout le monde, parce que c'est quand même la profession la plus détestée après les inspecteurs des impôts, les intermédiaires immobiliers. C'est très dur de redorer le blason, d'élever le débat. On essaye de le faire, tu sais, à travers cette newsletter philocatif. Et puis, on a un discours commercial qui se veut un tout petit peu plus sophistiqué que devenir rentier en 2 ans, les pubs que tu as d'habitude ou les gourous YouTube. Donc ce que je déteste, c'est ça, c'est le mindset très agressif. Tu vois, moi j'ai vu des gens tout à fait sains et purs rentrer dans le monde de l'immobilier et au bout de 3 mois, leur âme était noircie, elle était viciée au bout de 3 mois, quoi. Donc c'est une machine comment dire ? Une machine alors j'ai pas le mot, mais
pas à broyer des gens, mais à leur retirer leur innocence, quoi. Voilà. Tu vois, quand tu es agent immobilier, tu cours après des mandats de vente, ou de notre côté en buy side, tu cours après des mandats de recherche, et tu as une culture de la commission, du variable. C'est pour ça que nous on a mis beaucoup de gens en fixe. Enfin, la plupart de nos salariés sont exclusivement au fixe, pour justement éviter cette culture du variable où tu vas devenir agressif commercialement, tu vas pas suivre cette éthique qui t'incombe en tant que conseiller. Donc la culture du variable, elle a un effet très néfaste sur la profession. Et c'est pour ça que les agents immobiliers sont détestés. Oui. Et au contraire, du coup, ce que tu adores dans l'immobilier, ce que tu trouves génial, que tu penses ne pas retrouver dans un autre secteur? C'est le côté grand public. Le problème quand tu lances une start-up, c'est que c'est souvent niche. Tu es obligé d'aller travailler une niche parce que les grands pans de l'économie ont déjà été surexploités. Et donc, en tant qu'exploitant de niche, ta visibilité est très faible. Et nous, on a eu la chance d'avoir accès à un secteur qui concerne littéralement tout le monde, enfin, à part les SDF, quoi. Et d'ailleurs, on œuvre pour ces gens-là via notre action sur le bien logé à très petite échelle, mais ça concerne tout le monde. Et donc, tu as une exposition, enfin, moi, j'ai une exposition qui est assez forte. Parce qu'on traite un sujet qui concerne tout le monde. Et donc ça, c'est génial. Et en plus, c'est pas un secteur élitiste. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, mais tu peux rentrer dans l'immobilier sans ton bac. Tu peux être... on a énormément de besoins. Et moi, je vois des étudiants qui galèrent à trouver un job. Et devenez gestionnaire locatif, on en manque. Franchement, c'est bien payé. Je sais plus combien on les paye, mais je sais qu'on est sur des salaires qui me paraissaient super cool. Dans les travaux, il y a des pénuries incroyables, alors que les travaux, moi, ça me fascine. Et tu peux gagner beaucoup d'argent dans les travaux. Donc, c'est un métier qui recrute, qui est hermétique à la robotisation de l'économie. Si tu veux, il y a eu des robots peintures, ça n'a pas marché. En fait, on a besoin les chefs de chantier, on en a besoin. T'as pas d'algorithme qui va te faire ton chantier à ta place. Je crois que c'est un secteur d'avenir. Et on te demande pas d'avoir fait l'ENA, Polytechnique et Ulm. On te demande juste d'être motivé et tu peux gagner beaucoup d'argent et faire un truc passionnant, manuel, ou à défaut d'être manuel, relationnel. T'es pas derrière un bureau, quoi. Ouais. Moi, ce qui peut être parfois un peu redondant pour certains. On va un peu parler d'objectifs, de rêves. Pour Mastéos, quels sont les objectifs sur le court terme ou sur le long terme? Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Il y a des objectifs qui sont purement financiers. C'est de passer des caps, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard de valo, des levées de fonds. Tu sais, le prochain cap, on a levé 40 millions, donc le prochain cap, il est à 100. Bon, ça, ça n'a pas beaucoup de... C'est purement financier, donc on va passer. Moi, j'aimerais bien passer le cap des 1000 salariés. Parce que vraiment, c'est très, très enivrant pour un fondateur d'être entouré de centaines de personnes aussi motivées et qui te rejoignent dans ton projet. Tu vois, j'imagine ce qu'a dû vivre Macron pendant sa campagne, mais c'est tellement enivrant de voir tant de gens te suivre dans ton projet fou. Et avec cette culture d'équipe incroyable. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille, quoi. Et donc j'aimerais que cette famille s'agrandisse parce qu'on se marre bien. Donc j'aimerais bien passer le cap des 1000 et qu'est-ce que je peux faire d'autre et ouvrir des nouveaux pays, essayer d'européaniser un peu le truc. Là, on a ouvert 3 pays. On a déjà des Belges qui investissent à Valencia. On a des Espagnols qui investissent en Grèce. Alors, on n'a pas ouvert la Grèce, mais on en fait de manière un peu informelle. Et j'aime bien l'européanisation de notre secteur et le fait que les frontières s'ouvrent et que les Européens commencent à regarder chez le voisin et à voir qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Faire découvrir de nouveaux pays à nos clients. Ouais, c'est très intéressant. Et sur le terme personnel, est-ce que tu as des objectifs que tu souhaiterais réaliser en tant que... Voilà, Thierry Vignal, pas forcément cofondateur, mais en tant que toi. Alors, sur le sport, j'aimerais bien faire un sparring contre Cyril Gane, qui est le champion du monde poids lourd de l'UFC MMA. Ma chance de réussite, elle est de 1 sur 1 milliard. Mais ça serait un grand honneur, Cyril. Et à titre perso... Franchement, je raisonne pas sous forme d'objectif parce que c'est un peu binaire, soit tu l'atteins, soit tu l'atteins pas. Je raisonne plutôt sous forme
de process et continuer à avoir ces grands drivers positifs que sont rendre mes locataires heureux, mes clients heureux, mes salariés heureux, mes actionnaires, je m'en fous. Désolé, hein, mais vous n'êtes pas ma priorité. Voilà, c'est ça. C'est plutôt une démarche. J'ai pas d'objectif précis qu'il faut atteindre, à part en sport, si tu veux. Ok. Et du coup, ma dernière question, c'est le titre du podcast. Quelle vision tu as de l'avenir ? Donc, je prends mon télescope. Ouais. Et tu regardes l'avenir. Et qu'est-ce que tu vois ? Alors, contrairement à beaucoup de gens, notamment en France, je suis très très optimiste sur l'avenir. Je pense que l'immobilier, ça va être un grand moteur de la rénovation énergétique et de la décarbonisation de la planète. Tu sais que c'est 1/3 des émissions, si tu mets la construction, 1/3 des émissions de CO2, un quart si tu prends juste la consommation normale des bâtiments. On s'en rend pas compte, mais c'est du délire. Et je pense que l'impulsion écologique, elle va venir de la pierre. Donc on essaye de le faire à notre échelle aussi. Et je pense que demain, on sera dans un monde plus vert. Alors moi, je viens de la finance et je crois beaucoup au marché financier comme grande force écologique. Là, je vais me faire assassiner, mais je t'explique pourquoi. Oui. Tu vois, là, tu as les prix de l'énergie qui sont en train d'exploser. Tu l'as vu, on a une crise énergétique. Et ben, en fait, ça met en valeur toutes les énergies renouvelables qui sont pas produites par la Russie, typiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le grand arbitre, c'est les marchés financiers. Quand le pétrole et le gaz et le charbon et les énergies polluantes deviennent trop chères, t'es obligé d'aller chercher des énergies non polluantes. T'as pas le choix. En fait, c'est l'économie qui te dicte le truc. Quand ta facture d'électricité, elle fait x10 parce que t'as mal isolé ta baraque, bah t'isoles ta baraque. Parce que sinon, tu vois, donc en fait, il y a un moment, t'as une main invisible, même si t'es pas animé des sentiments les plus sains. Le marché, il est là pour te rappeler que c'est terminé les énergies fossiles. Il y a un moment, il faut te mettre au green. Et donc, je crois au marché financier comme grande force écologique. Je crois à la tech. Quand on dit il faut économiser l'eau, moi je veux bien prendre ma douche avec toute ma famille, mais tu vois, je pense qu'il y a ou pas tirer la chasse, mais il y a mieux à faire. Il y a aussi créer des startups avec de l'innovation technologique sur la décarbonisation. Ça a plus d'impact que pas se laver les mains pendant une semaine et éteindre la lumière. Donc je pense que justement cet écosystème du venture capital et des startups innovantes, c'est une force de changement via la technologie, et donc les marchés ont un rôle à jouer et l'innovation des entrepreneurs a un rôle à jouer. Alors moi, je fais pas d'innovation je fais juste de la réno énergétique à l'ancienne. J'ai pas d'innovation particulière là-dessus, mais je connais beaucoup de gens qui travaillent sur des projets incroyablement excitants pour décarboner l'économie, et ça viendra de là. Donc tu peux continuer à tirer ta chasse d'eau. Je pense qu'à ton échelle, ça ne changera rien. Il faut vraiment continuer à faire venir sur ton podcast, par exemple, des entrepreneurs qui œuvrent, et ça ne me concerne pas, mais qui œuvrent pour la décarbonisation de l'économie. Ok. On finira sur cette note. Et merci beaucoup Thierry, en tout cas. Salut. Merci d'avoir partagé ton histoire et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Ciao. Merci. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.